télévision, au-delà de l'image, nous rendons compte. Ce dimanche, on décrypte et analyse une fois de plus l'actualité de la semaine. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Droit de réponse. Nous nous pencherons notamment sur le nouvel assainissement du fichier solde de l'État lancé par le ministre des Finances. La vraie fausse fermeture de l'aéroport international de Douala ainsi que les tensions qui pèsent sur l'éducation nationale seront également abordées dans cette émission. Mais pour l'heure, je vous invite, mesdames et messieurs, à accueillir Flavien Ndongo qui, comme tous les dimanches, va feuilleter pour nous les pages des magazines et des journaux parus dans la semaine. Bonjour Flavien. Bonjour Kate et bonjour à tous nos invités. Alors, qu'est-ce que vous avez pour nous ce dimanche? Oui, la presse qui a toujours joué son rôle, en tout cas celui de rendre compte, n'est pas restée à la traîne cette semaine. Voyez-vous, au sujet du personnel fictif de l'État, la nouvelle expression donc dans l'une des séparations de cette semaine renseigne que l'opération lancée par le ministre, c'est-à-dire celle de compter physiquement les fonctionnaires, a fait également la une de ce journal, mais pour dire que Luc Moutazé a sur sa table une autre patate chaude qui a d'ailleurs brûlé les mains de plusieurs autres personnes. Donc le quotidien privé du Carrefour Equinox à Douala rappelle qu'il y a eu CJPS 1 et CJPS 2 qui n'ont pas réussi à assainir le fichier solde de l'État, mais que peut donc Luc Moutazé, là où les autres ont échoué, s'interroge donc la nouvelle expression. Le même journal ne répond pas à cette question, mais s'intéresse plutôt à autre chose, à la sortie du Social Democratic Front, qui dénonce bien sûr les milliards de francs CFA partis en fumée à travers notamment les fonctionnaires fictifs de l'État. Dans le journal, le parti de Nidon Frundi pense qu'il sera donc difficile pour lui, Paul Motazé, de briser le signe indien. Le Messager, pour sa part, explique plutôt pourquoi le ministre des Finances organise donc l'opération. Selon le tabloïd, plus de 21 000 fonctionnaires imaginaires recensés donc à ce jour. Le quotidien privé renseigne par la suite que le Cameroun s'est donc engagé auprès des partenaires internationaux il y a quelque temps pour notamment améliorer les conditions de vie des populations, notamment des fonctionnaires. Mais aujourd'hui, en 2018, ça devient donc difficile à travers notamment cette opération qui est lancé à cause notamment de cette situation. Donc le journal qui s'est intéressé à ce dossier a précisé qu'il s'agit notamment d'une opération qui permettra donc d'identifier ce qui émerge gratuitement donc dans les comptes de l'État. Le Cameroun perd donc beaucoup d'argent chaque année, selon bien sûr le journal Express économique fait savoir que la traque des fonctionnaires fictifs a donc commencé et c'est une opération qui va aller jusqu'à quelques mois seulement. Et le journal précise quand même par la suite qu'en peu de mois, on ne peut pas avoir la possibilité de mettre la main sur tous ces fonctionnaires si en 10 ans ou en 15 ans, on n'a pas réussi. Voilà donc comment est-ce que la presse a traité de cette question, du moins celle que nous avons reçue à notre rédaction. Au sujet également de la fermeture, la fausse vraie fermeture de l'aéroport, la presse n'a pas manqué également l'occasion. Le journal Info Matin fait savoir que c'est la rumeur annonçant bien sûr la fermeture de l'aéroport de Douala qui a été donc découverte sur les réseaux sociaux. On parle alors, après bien sûr, on parle de tout cela dans les rapports, un rapport qui a été également imaginaire, également rendu public et qui a fait le tour des réseaux sociaux et notamment en parlant de l'organisation même de l'aviation civile qui interdit justement le fonctionnement de cette structure et en même temps aussi donc les réalités de cet aéroport international de Douala, beaucoup plus puisqu'il s'agit bien sûr de cet aéroport qui est plus indexé. Il est donc question, selon le journal, qu'il faut simplement revoir s'il n'y a pas eu fuite au niveau de la direction des ADC. La nouvelle expression souligne que la direction des ADC, notamment aujourd'hui, essaie donc de faire un démenti pour dire que ce n'est pas le cas et que rien de ce genre n'est donc possible en ce moment au Cameroun, même s'il faut simplement améliorer les conditions des passagers au niveau de l'aéroport encore. Donc la direction pense à une sorte donc de cabale. Il dément toutes ces allégations qui font le tour des réseaux sociaux. Info Matin est donc revenu sur le même sujet et précise par ailleurs que le complot contre les ADC a finalement été donc démantelé. Donc le rapport en question n'a jamais existé et laisse simplement dire que c'est une campagne de sabotage. Vous parlerez aussi, Kate, il faut le rappeler, de ce système éducatif camerounais qui est très malade. On l'a vu notamment dans les régions anglophones.
Et c'est un autre sujet qui a fait le tour de la presse cette semaine, après notamment la sortie du ministre des Enseignements secondaires. Merci à vous, Flavien. Une fois de plus, vous êtes livré à cette activité de la meilleure des façons. De toutes les manières, on vous retrouve la semaine prochaine pour la même opération, si Dieu le veut. Merci, avec le même plaisir. Et on va passer tout de suite à la présentation du panel qui formera cette émission. Vous savez, comme tous les dimanches, ils sont 4 sur ce plateau pour décrypter et analyser l'actualité pour vous. Il y a des journalistes, des hommes politiques, mais également des experts pour vous apporter les lumières sur les différents sujets évoqués. On va donc commencer par le seul homme politique de ce plateau. Il nous vient notamment des rangs du Social Democratic Front, une personne qu'on ne présente d'ailleurs plus, Célestin Djamène, à qui on souhaite la bienvenue ce matin. Bonjour. Bonjour Kate, bonjour à tous vos téléspectateurs. C'est toujours un plaisir d'être sur votre plateau et je vous remercie de me renouveler cette confiance. Merci beaucoup. Merci à vous d'être venu et d'avoir répondu présent à cette invitation. On a également, je vous le disais tout à l'heure, un journaliste sur ce plateau. Il est data journaliste plutôt. Il s'agit de Paul Joël Kamtian qui a bien voulu répondre présent à cette invitation. Bonjour. Bonjour Kate, merci une fois de plus pour cette invitation. Je me sens honoré et j'espère être à la hauteur lorsque je regarde tout autour de moi les éminences grises. J'espère être vraiment à la hauteur pour croiser le verbe et donner véritablement un point de vue objectif sur l'actualité à la fois nationale et internationale. Merci une fois de plus. Merci à vous, très cher, d'avoir répondu présent à cette invitation. On passe à présent à la présentation des experts de ce panel. On va commencer par l'expert en éducation. Il est notamment inspecteur pédagogique et analyste. Il s'agit d'Emmanuel Konke-Guaba qui lui également a décidé de répondre à présent à cette invitation. Bonjour monsieur, bienvenue. Et bonjour madame et bonjour à tous vos millions de téléspectateurs. C'est un plaisir pour moi de revenir dans cette maison parce que je pense que c'est dans les années 2012-2013 que j'ai commencé mes sorties médiatiques. Et c'était au groupe Equinox. Vous savez qu'il n'est pas toujours facile pour un fonctionnaire de s'exprimer dans les médias et surtout de s'exprimer librement. C'est pour ça qu'il est important de préciser qu'ici, je ne parlerai pas au nom du ministère des Enseignements secondaires, mon employeur, mais j'essaierai de donner des éléments techniques, objectifs et même scientifiques. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle on a précisé qu'il était également analyste. Il pourra donc faire ses analyses avec une liberté qu'on connaît justement à ce type d'activité. Et enfin, le dernier, mais pas le moindre, cette fois on est allé chercher dans le domaine de l'aéronautique dont il est expert justement. Il s'agit de Nounaï qui a bien voulu répondre lui aussi présent à cette invitation. Bonjour monsieur, bienvenue. Bonjour Kate, c'est moi qui vous remercie de m'avoir invité. Je suis disponible chaque fois qu'on va parler de l'aéronautique. Et je dis bonjour à tous les téléspectateurs de Kinox et à nos copanélistes. D'accord. Et on rappelle tout de suite que le sujet sur l'aéronautique ne sera pas abordé tout de suite. De toutes les façons, la première thématique de cette émission concerne bien entendu les employés fictifs de l'État avec la fameuse question, celle de savoir que peut vraiment le nouveau ministre des Finances et préciser justement dans cette lancée-là que à peine cette opération de comptage physique du personnel de l'État a été lancée que déjà les critiques fusent de toutes parts. C'est une opération qui a été annoncée par le ministre Louis-Paul Motazé dans un communiqué qui date du 9 avril dernier. Une opération qui est initiée par le président de la République, on se souvient, c'était l'année passée, il recommandait déjà ce nouveau comptage physique. De toutes les façons, on en parle ce matin pour déjà essayer de comprendre avec vous, Paul Joël, de quoi il en retourne exactement. Qu'est-ce qu'on va mettre dans cette opération de comptage physique? Écoutez, si l'on s'en tient au communiqué signé par Louis-Paul Motazé, qui est le nouveau ministre des Finances, on comprend tout de suite qu'il est question d'élaguer tous les fonctionnaires fictifs, c'est-à-dire de pouvoir dégager une masse salariale qui était presque perdue, va-t-on ainsi le dire, et de pouvoir le réinjecter dans le budget de l'État pour résoudre d'autres problèmes. Et comme vous le savez, ça fait polémique, ça enfle, et ce n'est pas la première fois qu'on parle de cette opération. Vous vous rappelez notamment de CJPS 1, CJPS 2, l'opération Antilope et tout ce qui va avec. Mais je voudrais juste marquer un bémol pour vous faire remarquer que le ministre des Finances est engagé dans cette opération apparemment seul.
J'espère que la solidarité gouvernementale auquel le président de la République, à qui on fait allusion notamment dans ce communiqué, va une fois de plus prévaloir, parce que je ne sens pas encore, par exemple, le ministre de la fonction publique qui devrait également s'impliquer, parce que comme vous le savez, les agents de l'État, ce sont les fonctionnaires et c'est d'autres personnels de l'État qui ont un statut autre que le fonctionnaire, c'est-à-dire par exemple les contractuels d'administration, et vous avez tous ceux qui sont entrés avant. Mais je voudrais bien comprendre qu'on essaye un peu de nous parler du rôle du Sénadi, le rôle que le Sénadi va effectivement jouer dans cette opération qui, comme vous le savez, c'est à ce niveau, le Centre national de développement informatique, où notamment on recense tout ce qui est paiement, tout ce qui est solde, c'est par là où on débusque les fonctionnaires fictifs, ceux qui ont plus d'un salaire. Vous vous rappelez que cette structure a plusieurs fois été passée au grill en la matière et on ne nous a jamais dit ce qu'on compte faire s'il y a une réforme dans ce sens pour justement y aller. Mais je veux bien croire que c'est une opération qui pourrait porter des fruits à court terme, mais une fois que le vent ou la tempête va passer, vous imaginez qu'on va revenir à la même bêtise, entre guillemets, parce que ne perdez pas de vue que en réalité c'est un problème informatique et à chaque fois qu'on va débusquer la stratégie qui est mise actuelle, il y aura une autre stratégie une fois que l'opération va arriver à son terme. Donc pour ma foi, il me semble que c'est une opération salutaire. La communication est très réussie autour lorsque vous voyez le tollé que cela dégage. Mais maintenant, je veux bien comprendre tout ce qui sera concret, l'opération technique qui sera derrière. Et ensuite, il faudrait par exemple que lui, Paul Moutazé et tous ceux qui sont au gouvernement, qui dirigent ces agents de l'État, essayent de nous faire le point sur ce qui est devenu par exemple les opérations antécédentes passées. Vous vous rappelez bien, oui. Mais jusqu'à présent, on ne nous dit pas exactement ce qu'il en retourne, mais on vous dit qu'on veut reprendre la même opération. Je ne sais pas si ça sera avec la même technique, avec les mêmes personnes, mais il me semble qu'il y a un réel problème qu'il faut résoudre. C'est un problème fictif qui, comme vous le savez, est un problème qui est opéré par les fonctionnaires, c'est-à-dire c'est le politique qui est mis en avant, le ministre en question. Mais derrière, ce sont les fonctionnaires, notamment, qui travaillent dans les systèmes informatiques et autres, qui sont derrière tout ce problème qui doit être résolu en ce moment. Donc, ma foi, il me semble que l'opération est salutaire, mais quelle est la stratégie que le gouvernement entend mettre en œuvre pour pérenniser cette activité, pour que ça ne reste pas seulement sous le coup de la publicité d'un nouveau ministre qui arrive, qui veut bien travailler, qui veut implémenter des réformes. Mais après avoir implémenté des réformes, il faut bien que ça fasse tache d'huile et que l'opération demeure, quoi. De toutes les façons, des ministres ambitieux, on en a qui nous viennent de ce dernier réaménagement ministériel. Et il faut préciser d'ailleurs, Paul-Joël Kamtian l'a précisé lors de son allocution, ce n'est pas la première fois qu'on met sur pied une opération de comptage physique des employés de l'État. On se souvient d'ailleurs de cette opération qui avait été lancée en 2006 et en 2007, alors qu'on était à mi-parcours de l'opération Emmanuel Kounke-Gwaba, on parlait d'avoir débusqué près de 18 000 employés fictifs de l'État. Mais on ne comprend pas. Qu'est-ce qui s'est passé de 2007 à aujourd'hui pour que 11 ans seulement plus tard, on relance une nouvelle opération de comptage physique? Peut-être qu'il n'y a pas eu un suivi de cette opération ou des opérations précédentes, parce qu'on a parlé d'Antilope, je pense à l'époque du ministre Ngaga Aman, lui aussi avait essayé de se battre. On a parlé également d'une certaine volonté d'assainir le fichier solde à l'époque du ministre Amama. Donc je pense que peut-être qu'il y a cette absence de suivi, il y a des actions qui sont faites, mais parfois il n'y a pas toujours un bon suivi. Et vous savez que l'un des problèmes qu'on a également au Cameroun, pour moi qui suis fonctionnaire et qui vis ces choses de l'intérieur, c'est que parfois lorsqu'on change de ministre, on a l'impression qu'on change de vision ou de politique, ce qui n'est pas bon, parce que lorsqu'on a des instruments de pilotage tels que le DSCE, qui peut-être n'est pas parfait, mais qui essaie quand même de tracer la boussole, qui essaie quand même d'indiquer les axes qui doivent, et les actions qui doivent être menées au bout de 5 ans, au bout de 10 ans, pour qu'en 2035, on puisse atteindre l'émergence. On ne comprend pas toujours pourquoi, lorsqu'on change de ministre, ceux qui arrivent après veulent toujours recréer le monde. Je pense que c'est peut-être ça qui fait qu'il n'y ait pas eu un bon suivi des opérations présentes. Mais il était quand même important de signaler à l'entame de mon propos, je reviens là-dessus, le contexte dans lequel le ministre Moutazé vient de lancer cette opération. 2 ou 3 choses. Première chose, le Cameroun est en train de traverser depuis quelques années une situation économique et financière très difficile. Au niveau de Yaoundé, le terme ou l'expression qui revient, c'est
tension de trésorerie. Cette tension de trésorerie qui touche à la fois les fonctionnaires qui vont en mission et qui ne sont pas payés à temps, qui touche les prestataires des services de l'État. Vous vous souvenez encore, c'est Moutazé qui est revenu et il y a quelques jours a annoncé une opération de paiement des frais de ceux qui avaient fait des services, qui avaient fourni des services à l'État. Donc, ça, c'est une première chose. On est dans une situation de crise de trésorerie ou de tension de trésorerie. Et dans ce genre de situation, même si, curieusement, il y a des gens qui, en période de tension de trésorerie, sont riches, sont même milliardaires et sont même poursuivis à Kodengue, c'est des faits, c'est pas moi qui invente. Donc il y a d'abord ce premier problème. Le deuxième problème, c'est que le peuple est un peu plus exigeant. Vous savez, aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux, il y a les enseignants qui attendent, il y a les médecins qui attendent, il y a donc le peuple est plus exigeant. Et troisième chose, je suis par là, c'est que lors du dernier conseil ministériel, vous savez que le président ne tient pas les conseils ministériels tous les jours, donc lorsqu'il tient un, c'est un événement, il a bien rappelé. Il réitère très fermement ses instructions relatives. Trois choses. 1. La réduction du train de vie de l'État. 2. La lutte contre la corruption. Et 3. L'utilisation rationnelle des ressources publiques. Bon, vous voyez donc que le ministre Moutazé, je pense, ayant donc pris la tête du ministère des Finances après le réaménagement du 2 mars, ne pouvait que se jeter à l'eau, parce qu'en passant, il faut quand même signaler que, même s'il y a beaucoup de ministres qui ne bougent pas beaucoup, mais celui-là fait quand même de ceux-là qui, peut-être, il a confiance en lui, peut-être là où les autres ont peur, parce que vous avez dit, pourquoi les autres opérations n'ont pas continué? Peut-être lorsque les gens ont continué, ont commencé, parce que ça arrive parfois, ils ont été peut-être effrayés. Effrayés par quoi? Mais effrayés parce que dans ce pays, lorsque vous engagez des actions salutaires pour l'intérêt du peuple, mais il y a des lobbies qui peuvent vous effrayer. Ça peut être des lobbies politiques, ça peut être des lobbies sectaires, ça peut être des lobbies tribaux, qui vous disent que, mais attention, même si vous voulez appliquer les instructions du président de la République, mais attention, vous allez toucher à tel intérêt, vous allez toucher à tel intérêt. Je me rappelle, par exemple, permettez-moi de donner ce petit fait, lorsque le ministre Ngali Bibé est arrivé, il a dit, il faut une école de qualité. C'est pour ça qu'il a parlé d'un enseignement secondaire de seconde génération. Parce que la première génération, en bref, c'était la quantité. 150 élèves par classe, on s'en fout. On crée 100 000 établissements, même s'il n'y a pas de toilettes, même s'il n'y a pas de salle de classe. Bref, c'était la quantité. On a créé tant de... Mais le ministre a dit non, maintenant il faut passer à la qualité. Ça veut dire que lorsque les enfants font mécanique, lorsqu'ils font électricité ou menuiserie, qu'il y ait des infrastructures, qu'il y ait 60 élèves et 80 élèves. Je vous dis ceci. Un proviseur de Douala m'a dit, je dis bien proviseur, pas un parent du quartier. Je ne donnerai pas son nom. Oui, mais je vous explique le contexte dans lequel le ministre Moutazé aura de sérieux problèmes s'il n'est pas volontaire, s'il n'est pas audacieux et s'il n'est pas prêt à affronter ces obstacles. Un proviseur dont Yaoundé m'a dit, le ministre des enseignements secondaires, je dis bien proviseur, n'a pas le droit de réduire les effectifs parce que c'est contre-productif au plan politique et au plan électoral. Ça veut donc dire que lorsque le ministre Moutazé s'engage, il faut bien, comme le précédent intervenant a dit, qu'il soit soutenu par les autres ministres de la fonction publique et les autres, et même par les médias et le peuple, parce que s'il y a des fonctionnaires fictifs, s'il y a des gens qui travaillent au Canada et qui émargent au Cameroun, c'est une perte pour le trésor public, c'est des contribuables qui vont contribuer pour rien du tout, et la nation tout entière va aller pratiquement dans le gouffre. Merci à vous, Emmanuel Konkegwaba. On se tourne cette fois-là vers vous, Nounaï. Il faut préciser que l'opération, justement, débute demain matin, dès 7 heures peut-être, ou peut-être pas. Ça va dépendre de l'heure à laquelle ces différents fonctionnaires seront devant les postes qui les attendent. Et il s'agit pour les employés de l'État de passer avec des pièces justificatives. Cela va se passer dans les banques, dans les postes comptables ou alors dans tous les endroits dans lesquels ils ont l'habitude de recevoir leur paye. Mais il y a un problème à ce niveau, c'est que c'est des hommes, qui plus est des fonctionnaires, qui vont de se faire accueillir des documents d'autres fonctionnaires. Est-ce qu'on ne devrait pas craindre là que de nouvelles poches de corruption se créent ou alors que des chaînes de corruption qui étaient déjà là puissent se poursuivre? Bon, je vais peut-être vous surprendre un peu parce que je ne suis pas dans la même ligne. Oui, dites-nous. Je suis vraiment pas dans la même ligne que vous. Pour moi, l'annonce du ministre Moutazé est une annonce politique, parce qu'on est en 2018. C'est vraiment politique. Vous allez vous rendre compte qu'elle ne va absolument rien donner. Lorsqu'on rentre dans une année électorale, chaque ministre doit faire des annonces pour soutenir l'action du chef de l'État. Et l'annonce du ministre Moutazé est une annonce exactement que le ministre des Finances, parce qu'il a cherché qu'est-ce que je vais annoncer.
Et il nous annonce ça. Nous avons eu beaucoup de ces annonces ici. Et à chaque fois que je passe à la télé, je dis exactement la même chose. À l'époque, c'est vrai que nous sommes pour le fichier, mais à l'époque, je vous disais, quand le ministre des Transports annonçait, parlait de, comment on a appelé ça, ce fameux document qui devait permettre à Camerco de faire ceci, je vous ai dit que c'est une annonce et que ça ne va jamais, jamais prospérer, que ça va finir 3 ans après et on ne va plus en parler. C'est exactement la même chose. Je ne donne pas 3 ans. Octobre 2018, même les résultats, on n'aura pas. Si on n'a pas les résultats de Antilope, CJPS 1 et 2 depuis 11 ans, c'est pas aujourd'hui qu'on va voir ces résultats. À demander aux gens d'aller se mettre avec les cartes dentées, vous allez voir ce qui va être bloqué d'ici demain, à partir de demain, c'est que tous ces gens qui n'iront pas au travail seront en train de présenter la carte dentée. Et à la fonction publique, ça sera bloqué. Vous allez entendre les gens commencer encore à se plaindre. Je dis que c'est une opération. Pour moi, personnellement, quand j'ai entendu ça, j'ai éclaté de rire parce que je me suis dit, c'est un effet d'annonce. Et chaque ministre, vous allez entendre ces derniers temps, avant qu'on arrive en octobre, chaque ministre doit annoncer quelque chose pour soutenir l'élection. C'est comme ça que moi je le prends. C'est mon point de vue. C'est pour ça que je n'ai même pas cherché à analyser comment ça va se passer, qu'est-ce qui va se passer. Parce que rien ne va se passer. Je dis bien rien. Nous allons revenir. S'il vous plaît, invitez-moi dans quelques temps. Quand rien ne sera passé, vous m'invitez pour venir confirmer ce que je dis aujourd'hui. D'accord, nous vous remercions également pour cette prise de position et c'est la Sainte-Germaine qui s'impatiente donc depuis tout à l'heure. Il faut dire que votre parti politique a fortement critiqué cette nouvelle annonce du ministre des Finances. On a d'ailleurs eu une note officielle qui sort du ministre de la Communication du Shadow Cabinet et on aimerait bien se questionner avec vous ce qui est advenu de CJPS, j'y arrive, 1 et 2, de l'opération Antilope. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on ne va jamais jusqu'au bout des opérations qui sont lancées, non seulement dans le but de débusquer finalement les zones dans lesquelles passe l'argent de l'État, mais également dans le but de déstabiliser, on va le dire, les poches de corruption dans ce pays? Bien, avant de répondre à ces questions, Kate, permettez-moi de faire adresser un salut aux jeunes avocats. C'est une profession pour laquelle j'ai beaucoup d'amitié, de sympathie. Les jeunes avocats camerounais ne sont pas traités à leur juste niveau aujourd'hui. Vous savez qu'il y a eu lieu récemment la rentrée du barreau et notamment les états généraux des jeunes avocats du Cameroun qui s'est déroulé très très récemment. Je voudrais que l'État laisse les avocats tranquilles et qu'il laisse la profession d'avocat et les professionnels du droit s'organiser entre eux. Et notamment laisser le libre champ aux jeunes avocats qui doivent être traités à égale valeur avec les avocats inscrits au grand ballot. On n'a pas le temps d'en parler. On est d'accord que vous avez déjà empiété sur le temps qui vous est consacré. Bon, écoutez, ce n'est pas la fin du monde. Cela dit, sur effectivement, pourquoi on ne va jamais jusqu'au bout. Permettez-moi de vous rappeler, je crois que Paul l'a rappelé tout à l'heure, dans les années 86, on a mis en place le système Antilope, n'est-ce pas, qui fut mis en place donc pour gérer uniquement la carrière du personnel de l'État. Ce système n'a pas fait long feu puisqu'on s'est rendu compte qu'à la fin, il y avait un problème d'arrimage avec la nouvelle technologie. Donc on est passé effectivement à CJPAS 1, qui cette fois-ci voulait lier un petit peu les deux données, c'est-à-dire que gérer en même temps le solde de l'État et la carrière du personnel de l'État. Et puis finalement, on ne sait pas trop pourquoi, on est passé à CJPAS 2. Sans trop de résultats non plus. Aujourd'hui, le ministre Moutazé arrive. Je rappelle que M. Moutazé a été ministre du plan et de l'aménagement du territoire, du plan et de la planification et de l'économie. Il n'a jamais vu qu'il y avait des fonctionnaires fictifs et qu'il y avait des salaires fictifs. Il n'a jamais vu. Il a été secrétaire général de la primature. Il n'a jamais vu de fonctionnaires fictifs. Jamais. Il est redevenu ministre de l'économie et de la planification pour la seconde fois. Il n'a jamais vu de fonctionnaire fictif. Maintenant, il revient, et c'est là que je rejoins Yuna Yunai, pour dire qu'on est en année électorale, effectivement, il s'est mis pour rôle de collecter de l'argent pour la campagne électorale du RDPC. Ça, c'est tout le moins qu'on puisse dire. Donc maintenant, il faut bien dire une chose. Aujourd'hui, on sait comment se traite le fichier solde de l'État. Parce qu'en vérité, les fonctionnaires qui attribuent 7, 8, 9, 10 matricules, on les connaît. On sait où les chercher. Il y a un département qui s'occupe exclusivement de cela. Ça ne tombe pas du ciel. Quand un fonctionnaire décède, quand un fonctionnaire est absent pour des raisons justifiées ou non, on le sait. Quand un fonctionnaire a démissionné, on doit les radier totalement du fichier solde de l'État. C'est la moindre des choses. Pourquoi on maintient
Sauf si on veut me dire qu'il n'y a pas les moyens de vérifier qu'un fonctionnaire est décédé, ce qui serait assez curieux quand même. Donc pourquoi est-ce qu'on maintient les fonctionnaires démissionnaires, les fonctionnaires décédés dans le fichier solde de l'État, si ce n'est pour essayer de détourner l'argent public? Il y a un ministre qui a déclaré en 1997 qu'il y a eu que le solde, que la masse salariale est passée de 2007 à 2017 de 28 à 36 milliards. Ce qui veut dire qu'il y a eu un détournement public, de fonds publics, d'environ 8 milliards par mois. Si vous faites le comptage sur un an, ça fait 96 milliards. Et donc sur les 20 ans en cause, ça fait 1920 milliards. Et quand on sait que le montant, n'est-ce pas, qui nous a valu l'initiative PPTE, Pays pauvre, très identité, parce que vous savez que le Cameroun avait la Côte d'Ivoire, le Sénégal étaient des pays à revenu intermédiaire, donc qui est entré dans l'initiative PPTE pour bénéficier de la remise, n'est-ce pas, du Fonds monétaire international, et le montant de la remise de la dette était d'environ 1420 milliards. Donc, inférieur à l'argent détourné. Inférieur à l'argent détourné. Et même, quand vous ça c'est au seul titre des salaires fictifs. Maintenant, il y a les marchés fictifs de gré à gré qui se montent à des montants vertigineux d'environ 5 000 milliards, dont 930 milliards environ de budget de fonctionnement. Donc, tout ça, c'est connu. Alors, pourquoi ne fait-on rien pour essayer de mettre fin à ce système? Parce que ce système gouvernemental est assis sur la fraude et sur la corruption. C'est ça son levier gouvernemental. Donc il y a un problème de gouvernance qui se pose là-dessus. C'est pas une question de lancer des opérations bidons qui ne débouchent sur rien. On a un logiciel qui s'appelle aujourd'hui, enfin un comptage physique qui va être lancé à partir de demain, je crois, de demain par le ministre Moutazé. Encore une fois, c'est de la poudre aux yeux, parce qu'en 2009, ça a été relancé, ça n'a rien donné. En 2010, ça a été relancé, ça n'a rien donné. Donc aujourd'hui, on nous sert la même sauce qui ne va aboutir à rien du tout. Donc j'invite les Camerounais à comprendre que M. Moutazé nous mène en bateau et que c'est uniquement pour collecter de l'argent pour son parti, le DPC, qui est en campagne électorale, comme tout le monde le sait. Et juste après, on va tenter de comprendre pourquoi ces différentes opérations de comptage, finalement, ne marchent pas. Et c'est vous qui avez cette lourde responsabilité, Paul Joël. Est-ce que cela ne réside pas en le fait que, finalement, les personnes épinglées ne sont pas puni? Ce que je voudrais vous dire et vous faire remarquer, en fait, c'est que cette situation s'inscrit dans le sillage des autres situations qui relèvent simplement de la malgouvernance qui caractérise l'administration camerounaise. Je vais dire, tout ce qui se passe là, c'est sûr de tous ces hauts fonctionnaires, ils savent ce qui se passe exactement. Je vais dire, sur l'intention, en soi, elle n'est pas mauvaise. C'est-à-dire, arriver au comptage physique et puis dégager l'argent qui se perdait pour rentrer dans le circuit normal, c'est pas une mauvaise idée. Mais lorsque vous contextualisez l'idée, vous vous rendez compte en fait que on veut se moquer une fois de plus des Camerounais, parce qu'en réalité, comme je le disais, c'est un problème de malgouvernance et en temps normal, si le système gouvernant avec un système suffisamment huilé et cohérent, on se serait attendu à un ministre des Finances qui demande à son collègue de la fonction publique de lui donner le fichier des fonctionnaires, à celui du ministère du Travail et de la Sécurité sociale de lui donner le fichier de ceux des agents qui relèvent du Code du travail. Mais ce n'est pas le cas. Est-ce que cela aurait résolu un problème quelconque? Ça aurait résolu le problème, au moins en partie, au moins la grande partie du problème, en ce sens que ce sont ces deux ministères qui sont en charge de la gestion du personnel de l'État, indépendamment du statut de chaque personnel. Et du coup, vous pouvez bien vous imaginer qu'à la fonction publique, à peu près, on sait quel est le fonctionnaire qui a quel salaire, ainsi de suite, ainsi que ceux relevant du Code du travail. Mais ce n'est pas le cas. Vous avez l'impression que c'est le ministre des Finances qui va en guerre contre les fonctionnaires fictifs. Entre-temps, les administrations chargées de gérer ces fonctionnaires même sont presque mises en touche. Or, leur contribution en ce moment est presque indéniable, en ce sens que ça devait permettre, et c'est pour ça qu'en début de mes propos, je parlais de la solidarité gouvernementale qui devait prévaloir pour permettre justement au ministre des Finances. Mais on attend également que le ministre des Finances, à la fin du comptage physique, nous dise à peu près quelle est la masse salariale que cela va dégager et qu'est-ce que l'État entend faire de cet argent. Parce que ne perdez pas de vue qu'on se situe là dans le cadre de ce qu'on appelle la redevabilité et la réédition des comptes, qui est tout aussi nécessaire de savoir que, par exemple, 100 milliards qui étaient chaque année ou chaque mois perdus, quand l'État injecte dans le circuit normal, qu'est-ce qu'on en fait? Parce qu'il y a quand même des problèmes prioritaires à résoudre au-delà de l'élection qui semble les préoccuper en ce moment. Mais les Camerounais ont des problèmes au-dessus des élections, même si constitutionnellement on ne peut pas se détourner. Mais il y a des problèmes existentiels qu'il faut résoudre, qui sont entre autres des problèmes de route qui, comme vous le savez, on a des Camerounais qui meurent chaque jour en route. Pourtant, vous avez des péages
qui génèrent quand même de l'argent pour l'entretien de ces routes. Mais je veux dire, on peut avoir la même solution, comme ce TCS qui annonce recouvrer de l'argent volé par certains fonctionnaires sans toutefois nous dire où cet argent passe. Simplement qu'ils vous diront qu'on a remis au trésor public, mais le trésor public ne vous dira pas exactement que dans le budget de l'État, voici exactement où on avait besoin de l'argent et voilà ça qui une communication qui est qui jeté. devrait pour Et toi cela être faite. justement, c'est de la faute de nos députés qui vont chaque année à l'Assemblée nationale voter un budget sans s'assurer de ce que l'argent du budget de l'année dernière, par exemple, a par exemple été utilisé pour. Et donc, vous voyez que tout de suite, on est dans une cacophonie totale ou dans un système gouvernance, c'est chacun qui se paie en conjecture, fait comme il veut. Et vous voyez tout de suite qu'il n'y a pas de cohérence au niveau de la gestion. Il faut du simplement système rappeler, politique. Joël, que les députés, la Chambre basse camerounaise est à majorité monocolore, Voilà. majorité RDPC. Donc en vérité, ils n'ont aucun pouvoir sur le vote des lois. Le ministre sort un projet et leur demande de voter dans telle direction. Donc ils n'ont absolument même pas le droit d'amendement des lois, en fin de compte. Donc en fait, ils n'ont aucune influence sur le vote des lois. Il faut bien le dire. D'accord. Je ne parle même pas des la députés précision, d'opposition la qui, précision, effectivement, c'est n'ont même pas le droit de faire des précision propositions de loi. Donc intéressante. c'est pas C'est de leur une faute. précision Ils ne intéressante, peuvent pas c'est- voter, c'est ils ne font que l'histoire. voter mécaniquement, Oui. mais ils ne peuvent ni amender, ni proposer. Aucune proposition de loi ne vient des députés, y compris ceux de la majorité. Malheureusement, on se Malheureusement. serait attendu au moins que Tout ces à fait. députés, avant de voter le Absolument. projet budget, demandent les comptes du budget qui a été sûr, exécuté bien sûr. pour s'assurer, à savoir, parce qu'on dit que le budget s'équilibre en recettes et en dépenses. C'est-à-dire on a dépensé combien, l'État a pu récolter combien. Et dans ce que l'État a récolté là, l'argent qu'on dit que ce sont les fonctionnaires fictifs qui prenaient, qu'est-ce qu'on en fait? Ça a été affecté à quel poste de dépenses? Malheureusement, Yaoundé est muet sur la situation. Les députés également qui vont somnoler lorsqu'un applaudit, tout le monde sursaute pour applaudir. Et du coup, Ça vous veut voyez... dire que si nous avions une chambre basse réellement démocratique, la qualité des lois s'en sentirait En effet. meilleure, effectivement. En effet. Donc ça En effet. pose un problème, comme tu l'as dit, de la gouvernance, mais surtout de la démocratie dans ce pays. En D'accord, effet. je vous remercie messieurs. Passons justement à l'autre versant de cette thématique-là qui consiste en la corruption. Parce que d'ailleurs Célestine Jamène l'a rappelé tout à l'heure, on sait exactement qui c'est qui attribue les matricules finalement à ces fonctionnaires de l'État. On sait comment ça se passe lorsqu'un fonctionnaire de l'État décède. Ce qui fait quand même dire à de nombreux analystes aujourd'hui qu'il y a beaucoup d'ententes et même de réseaux de corruption en haut lieu qui vont protéger finalement ces employés fictifs. Avec une telle analyse, comment est-ce qu'on peut se diriger vers une opération réussie? Oui, mais lorsque vous posez le problème de cette manière, vous donnez effectivement raison au ministre Louis-Paul Motazé, parce que s'il y a corruption, s'il y a des gens qui ont plusieurs matricules, s'il y a des gens qui sont au Canada, en France et ailleurs et qui marchent, Et il y en a qu'est-ce qu'il beaucoup. faut donc faire? Est-ce qu'il faut rester tranquille? Je pense qu'il faut quand même être objectif dans l'analyse en disant que les opérations précédentes qui n'ont pas forcément donné les effets escomptés, n'étaient pas pilotées par le ministre Motazé. Donc on ne peut pas reprocher à quelqu'un qui constate qu'il y a eu échec par rapport à quelque chose qui a été fait, de pouvoir vouloir rectifier le tir. Parce que le ministre Motazé, je pense, est ministre des Finances, sauf si je me trompe, depuis le 2 mars 2018. Donc il y a juste quelques mois. Donc à mon humble avis, c'est un peu comme un enfant. Un enfant peut échouer au premier trimestre, il peut échouer au deuxième trimestre, mais réussir son Et là, examen c'est en le fin d'année. pédagogue qui Tout à parle. fait, c'est le pédagogue. Donc je veux dire que Très théorique tout ça. oui, je dis ceci. Déjà, ce n'est pas la même personne. Donc, quand bien même ce serait la même personne, vous-même, vous pouvez corriger quelque chose que vous avez fait par le passé et qui n'a pas marché. Moi, ce qui me gêne un peu, c'est que parfois on veut une chose et son contraire. Parce que ce sont les journalistes, ce sont les médias qui, dans ce pays, ont été les premiers à dénoncer la corruption. Ça, il faut reconnaître ce fait historique. Les médias et les hommes politiques de l'opposition. Il est question, depuis plusieurs années, que l'État siffle la fin de la récréation en luttant contre la corruption, comme on a dit, au niveau des fonctionnaires, au niveau des marchés publics, etc. etc. Mais l'État n'y arrive pas, pourquoi? Est-ce qu'il y a une maintenant, réelle volonté non, de là le nous faire parlons ailleurs? d'un ministre, comme j'ai dit tout à l'heure, qui apparemment, je ne le connais pas Ministre, personnellement, c'est je ne le connais pas. c'est l'État. Non, je dis l'État, il faut faire attention. Il y a dans l'État, moi je suis fonctionnaire, le fait que un individu ou une personnalité peut y mettre effectivement de sa personnalité. C'est-à-dire quoi? Lorsque vous êtes ministre des Finances, ou ministre des Enseignements, ou ministre de la Ville, ou je ne sais plus quel ministère, il y en a tellement. Il ne suffit pas d'être ministre. Il y a des gens qui ont plus de courage. Là, c'est un fait important. Et il y a des gens qui ont plus d'audace. Je vous ai donné l'exemple tout à l'heure du ministre Ngali Bibé qui est arrivé, qui a trouvé des effectifs pléthoriques depuis 15 ans, qui a trouvé la corruption, les places qu'on vendait à 300 000 pour être suivi en général, à 1 million pour être proviseur. Mais
Lui, il a dit, il faut siffler la fin de la récréation. Maintenant, ce que moi j'ai déploré, c'est que lorsque quelqu'un se lance dans une telle opération, parfois après 2 ans, après 3 ans, il va ailleurs. Et lorsqu'il va ailleurs, celui donc qui arrive, et là nous sommes d'accord, quand il arrive, il ne se dit plus que voilà une action de l'État qui a été engagée et je poursuis la même opération. On a donc l'impression que lorsque le ministre Moutazé ne sera plus là dans 2 ans, si c'était le cas, ce que l'expert en aéronautique a dit tout à l'heure, cela pourrait donc arriver. Cela pourrait donc arriver que dans 2 ans, si le ministre Moutazé va ailleurs, s'il va peut-être à la présidence ou ailleurs, qu'on puisse justement être dans une situation où l'opération n'est pas suivie et ne va pas jusqu'au bout. Et c'est là où ça devient Donc, dangereux. il Et est vous donnez important à ce raison à niveau. tous ceux qui ne sont pas d'accord finalement avec cette opération. C'est qu'on fait des déclarations pompeuses parce qu'on veut captiver l'attention finalement d'un potentiel électorat. Parce qu'on sait exactement qu'on n'aura pas tout le temps d'aller jusqu'au bout finalement de cette opération. Donc avec cette analyse, non, on ne sait pas, puisque le ministre ne sait pas s'il aura un an, 2 ans. Moi, je veux aller plus loin. S'il vous plaît, monsieur, personne à la fois. C'est une équipe. Tout à fait. On ne remet pas en cause l'audace personnelle d'un ministre ou son style, mais il y a d'abord l'État. Quand il y a passation de service, c'est un comité d'État qui remplace un autre. Mais le fichier, les dossiers doivent suivre, parce qu'il s'agit de la continuité de l'État. Donc que ce soit Moutazé X, Y, Z, peu importe. Donc le prétexte qui cherche à faire valoir que c'était Moutazé, maintenant, c'était à la limite Ousmane hier, ne tient pas debout. Ce qui est important de rappeler, Younaï, c'est qu'aujourd'hui, il y a un problème politique de cacophonie gouvernementale, voulu ou non. Et d'ailleurs, tu l'as rappelé, le problème, c'est l'année électorale. Pourquoi est-ce qu'il fait ça? Parce qu'il veut marquer les esprits, comme l'a dit Kate, pour que les gens puissent peut-être croire que le RDPC, que le parti au pouvoir travaille. Non, le problème, il est là. Donc, moi, je suis en train de dire que aujourd'hui, Moutazé a travaillé à plusieurs reprises dans des grands ministères. Il en était conscient. Pourquoi est-ce que ce rôle reviendra au ministère des Finances? Il y a un ministre de la fonction publique et de la réforme administrative au Cameroun. Il devrait s'en occuper, par exemple. Parce que tout ce qui touche l'argent, c'est Moutazé. Ça n'est pas normal. Bon, maintenant, il est ministre des Finances. Je suis d'accord. Mais aujourd'hui, ce qui est sûr, c'est que quand on est fonctionnaire, on doit obtenir d'abord un matricule. On sait qui attribue ce matricule. Quand on attribue 10 matricules à un fonctionnaire, ça veut dire qu'il y a une association de malfaiteurs. Vous l'avez déjà dit. Et d'ailleurs, permettez qu'il chute. Allez jusqu'au bout. Oui, je voulais donc chuter en disant que Célestin, je suis d'accord avec lui, lorsqu'il y a 10 matricules, c'est un problème. Qu'est-ce qu'il faut donc faire? Est-ce qu'il faut continuer à regarder les gens qui ont 10 matricules? Je pense donc qu'il est question de siffler la fin de la récréation. Et en ce qui me concerne, je déplore juste le fait que lorsqu'un ministre s'élève au Cameroun pour engager une action qui était réclamée par le peuple, ce peuple-là ne le soutient pas. Et j'ai donc peur que dans un tel contexte où la société civile est absente, où le peuple ne soutient pas les réformes, parce que vous avez vu ailleurs, regardez ailleurs comment ça se passe. Je voudrais dire quelque chose là-dessus. Tous les ministres, y compris Moutazé, d'ailleurs, il a dit, Moutazé ne le fait pas de son propre chef. J'espère que vous le savez. Il y a quelqu'un au-dessus de lui. Il n'y a aucun, le président de la République. Il n'y a aucun ministre ici qui a fait quelque chose de son propre chef. Depuis que moi, ça fait 66 ans que je suis ici. La preuve en est que... Attendez donc que je termine. Quand vous parlez, je ne parle pas. Je sais parler en français. Je dis encore une fois, si quelqu'un a un argument qui est opposé, il la met sur la table. Je dis encore une fois qu'aucun ministre n'a fait quelque chose de son propre chef. D'ailleurs, c'est écrit. Moi, je pouvais vous apporter ce que le ministre Moutazé a dit. C'est le président de la République. Si aujourd'hui, vous pensez que le Moutazé, c'est parce qu'il a dit qu'on doit le soutenir, ça veut dire que depuis que le président de la République le dit et change les ministres des Finances, lui-même se rend compte que ces ministres des Finances-là n'appliquent pas ce qu'il dit. Et que c'est seulement Moutazé qui peut l'appliquer. Et vous pensez que depuis que le président de la République le dit, c'est pour ça que moi, je n'ai... Est-ce que le président lui-même a une volonté de résoudre ce problème? Non, je crois que le président, puisqu'il le dit même dans les discours, et que je pense, s'il n'a pas la volonté, ce n'est pas Moutazé qui viendra mettre quelque volonté que ce soit. Donc c'est pour ça que j'ai dit ici, et je le répète encore,
Parce que moi, je sais d'où vient l'idée. L'idée vient du président de la République. Et le président de la République l'a déjà fait plusieurs fois. Et les gens qu'il a mis en place, c'est lui-même qui les met. Et les gens qu'il a mis en place n'ont pas pu le faire. Je ne crois pas qu'ils pensent que Moutazé est un génie qui va amener les gens à faire ceci ou cela. C'est pour ça que je dis, c'est une annonce. C'est vraiment une annonce politique. Purement politique pendant l'année électorale. Très bien, je vous remercie, Alors, monsieur avec, Nounek. On va sortir de ce sujet, Paul Jouel. On en a deux autres. Justement, il a dit quelque chose que Moutazé veut que le peuple le soutienne. D'accord. Non, mais, moi j'ai dit, moi je veux. voilà, pas vous Moutazé voulez, qui a dit, mais moi, je d'accord, veux. il faudrait bien qu'on se comprenne. C'est pas un problème d'individu, mais c'est un problème de système. Le peuple veut bien soutenir l'opération, mais faites un compte rendu des opérations précédentes au peuple, que le peuple ait une idée suffisamment axée sur ce qui a été fait précédemment et ce qui n'a pas marché. Très bien, Que je vous vous ayez le remercie. soutien du peuple. Je vous remercie, Voilà. messieurs. On sort de ce sujet pour entrer dans un autre sujet qui concerne le pays, l'équilibre national également, sujet dans lequel il y a beaucoup de difficultés. Et cette fois-là, on se retrouve dans l'éducation nationale avec une autre problématique, celle de savoir si c'est le grand malade de la République. Grève à répétition, revendication de la part des enseignants, et on parle aussi également finalement des résultats des examens de fin d'année qui sont en constante baisse. On a sur ce plateau un inspecteur pédagogique qui est également analyste, on le précise tout de même, et c'est par lui qu'on va commencer avec ce sujet-là. Est-ce que vous pourrez nous dire concrètement ce qui se passe dans votre champ socio-professionnel? Là, c'est une question très complexe et très délicate. Mais sur la base de tous les remous qu'on a eu depuis les mois. C'est-à-dire les faits sont têtus, c'est-à-dire qu'on sait que dans nos écoles, il y a des soucis en termes de discipline, des soucis en termes d'infrastructure. Là, c'est pas une révélation. Et puis, le fait qu'il y a la corruption et tout le reste. Donc, je pense que c'est... Je reformule. Oui. Pourquoi y a-t-il autant de problèmes dans l'éducation nationale camerounaise? On a parlé Non, des enseignants il n'y a qui pas sont en plus. constante Il n'y a grève. pas plus de problèmes au niveau de Mais l'éducation qu'au niveau de la santé. c'est l'éducation Au niveau de la nationale. police ou ailleurs. Bon, mais l'éducation, c'est tout à fait normal que cela puisse attirer notre attention parce que c'est le cœur, hein, c'est le cœur. On forme les policiers à l'école, on formez forme toute la société. les médecins à l'école, on forme les journalistes à l'école. Donc, je pense que ce n'est pas parce que ça ne marche pas ailleurs qu'on devrait accepter que cela ne puisse pas marcher à l'école. Mais je pense qu'il y a 2 ou 3 problèmes qui se posent, hein, en bref, dans notre système éducatif en général, du primaire à l'enseignement supérieur. Parce qu'il y a des problèmes de surface, on va dire, les écoles sont mal faites, il n'y a pas de toilettes, il n'y a pas ceci, mais il y a quelque chose de fondamental. Et je pense que le moment venu, il faudrait peut-être approfondir ce débat. C'est qu'au Cameroun, on n'arrive pas à former les soldats du développement. C'est pour ça que vous allez voir que la société va pratiquement dans tous les sens. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à former des soldats. C'est-à-dire que l'école doit être capable de former des soldats. Ceux-là parce que c'est une compétition, les pays sont en compétition. Aujourd'hui, la Chine ne nous fera pas de cadeau. La France ne viendra pas nous faire quoi que ce soit. Donc il est question de former des soldats au plan économique, au plan politique, au plan scientifique. Et j'ai l'impression que notre école fondamentalement ne répond pas à cette préoccupation maintenant. Maintenant, il y a tout naturellement la question des programmes. La question des programmes où on a vu des programmes qui étaient inadaptés aux besoins de la société. Et le point fondamental aussi, c'est les enseignants. Vous avez vu que depuis quelque temps, on parle de grève à répétition, des enseignants qui ont attendu 1 an pour être payés, par exemple, au niveau du GC Board. Heureusement que, comme quelqu'un a dit tout à l'heure, sur instruction du président de la République, l'argent a été débloqué. Donc, il faut quand même dire que depuis 1995 à 2018, il y a une crise profonde de l'école en général et une crise profonde de l'enseignement. C'est-à-dire que lorsque vous discutez avec les enseignants, moi par exemple j'ai fait près de 6 régions du Cameroun dont je sais de quoi je parle. J'ai rencontré près de 1000 enseignants et près de 10 000 parents d'élèves. Donc lorsque vous discutez avec les enseignants, même ceux qui ne font pas grève, même ceux qui sont dans les salles de classe, il n'y a vraiment pas le moral. Il y a un malaise profond. Et malheureusement, les réformes qui sont menées, que ce soit au primaire, au secondaire et même un peu au supérieur, ont plus mis l'accent sur la révision des programmes et non pas sur la ressource humaine. C'est-à-dire l'enseignant qui doit dispenser les cours, l'enseignant qui doit
conduire le processus d'enseignement-apprentissage. Donc je pense que si on pouvait, au niveau du Cameroun, D'accord, régler... je vous relance avant que les autres panélistes aient justement la possibilité de s'exprimer sur la question. Au cours de la semaine, il y a eu une rencontre à Yaoundé, une réunion de concertation entre le ministre de l'Éducation, la nouvelle ministre, si on le veut, Nalova Lyonga, et autour d'elle quand même toute une équipe de pédagogues, d'inspecteurs et autres. C'était quoi l'objectif de cette réunion dans le fond? Disons que, puisque vous avez dit que je n'allais intervenir beaucoup plus comme analyste, mais il y a quand même des choses qui se sont dites et qui ne relevaient pas d'un secret professionnel. C'est-à-dire que c'est une réunion statutaire. Il ne s'agissait pas d'une réunion extraordinaire. Il s'agissait simplement d'une réunion ordinaire, statutaire, pour faire le bilan de l'année scolaire à mi-parcours, parce qu'on n'est pas encore à la fin d'année. Et ensuite, pour faire des projections par rapport aux examens officiels. Et ce qui est revenu, c'était quand même une bonne couverture des programmes, si vous voulez qu'on aille sur ce terrain-là. Et surtout, les gens ont estimé, plusieurs responsables ont estimé qu'on était en train d'aller vers les examens dans un esprit serein. Et puis, surtout, ce qui est important à relever, c'est que dans les zones dites anglophones, je veux parler des régions du nord-ouest et du sud-ouest, contrairement à l'année dernière, parce que l'année dernière c'était un peu plus compliqué, cette année, les taux de couverture étaient un peu plus améliorés et pouvaient quand même susciter un peu d'espoir. Donc, à mon humble avis, il n'y a pas eu quelque chose de spécial qui est ressorti de cette réunion, puisque ce n'était pas l'objectif. Il était tout simplement question de faire un bilan à mi-parcours et de faire des projections par rapport aux examens. Et quand ce qui concerne les examens, je suis pas là. Ce n'est pas un problème particulier aux enseignements secondaires. Le problème n'est pas au niveau des examens, parce que depuis une dizaine d'années, on a vu quand même qu'il n'y avait plus l'eau qui coulait. Les enseignants et les responsables, les délégués, les professeurs étaient un peu plus sérieux. Mais le vrai problème qu'on a au Cameroun, c'est la gestion de l'année scolaire. Parce que n'oubliez pas que lorsqu'on parle des examens officiels, on est à la fin du processus. Donc pour moi, qui suis analyste, les examens au secondaire et même au primaire et ailleurs ne me posent pas un problème fondamental. C'est plutôt la gestion de l'année scolaire, on reviendra à les effectifs qui sont pléthoriques, les infrastructures, etc. Bref, on reviendra sur ces analyses, si vous le permettez bien. Vous l'avez dit tout à l'heure, c'était une réunion de routine qui s'est déroulée, statutaire, qui s'est déroulée du côté de Yaoundé autour du ministre de l'Éducation des enseignements secondaires. Sauf que justement, les déclarations de ce ministre-là ont fait beaucoup de tollé dans la presse. Et justement, on en parle avec vous, Paul-Joël Kamtian. Comment comprendre que les régions anglophones, les régions en crise, dans lesquelles il y a plus de déplacés, dans lesquelles il y a moins de personnes également cette année qui sont allées se faire enregistrer dans des écoles. On a d'ailleurs des personnes qui se retrouvent soit en Banga, soit à l'Ouest Cameroun. Mais comment ça se fait que le ministre dise qu'il y a une meilleure couverture finalement du programme dans ces régions-là? Alors, vous savez pourquoi j'ai un sourire en coin? Parce que le contraire m'aurait surpris en réalité. Vous savez, le ministre est dans sa posture. C'est d'abord, avant tout, une personnalité politique qui doit rassurer à la fois l'opinion nationale et internationale que tout va bien, même si vous et moi, les analystes et les personnes qui sont hors du corps peuvent se rendre compte en réalité que tout ne va pas bien. Mais je voudrais tout de suite vous rassurer en réalité que elle est nouvelle, il faut bien qu'elle encaisse la patate chaude qu'elle l'irrite. Et il faut qu'elle se défende tant bien que mal pour justement rassurer l'opinion. Vous savez que l'UNESCO est très regardant. Vous avez des instituts internationaux qui veulent bien nous regarder pour voir comment est-ce qu'on va améliorer le système éducatif. Mais comme vous l'avez dit, on se rend compte qu'effectivement, sur les faits, comme les anglo-saxons parlent de facts, qu'effectivement, il n'y a effectivement pas classe dans certaines parties, dans certaines écoles de cette partie du pays. Vous avez tantôt parlé des personnes déplacées et tout. De plus en plus, vous avez par exemple les poches de tension au niveau de Fongo Tongo. Tout récemment, au courant de la semaine, je crois qu'Inox faisait un excellent reportage sur le côté de Banga qui de plus en plus accueille également. Exactement. Je veux dire que ça suffit à renseigner pour nous dire en fait que l'école telle que le politique veut nous présenter en réalité sur le terrain, ça ne va pas. Mais revenons au sujet ou alors à la question qui a précédé celle que vous m'avez posée. Je voudrais simplement vous faire rappeler que les enseignants profitent toujours de l'occasion des examens pour remonter en surface leurs problèmes. C'est de bonne guerre, vous le savez, l'occasion faisant toujours le larron, il faut trouver la bonne occasion, le bon moment. Et puis, les problèmes des enseignants, c'est pas de 2018, ça fait des années que les enseignants se plaignent de leurs conditions. Depuis 1995. Par contre, vous n'allez jamais voir ce genre de plainte chez les magistrats.
encore moins chez les militaires ou chez les policiers. C'est vrai que vous allez me demander si là-bas c'est aussi beau que ça. Certes que non, mais je vous assure que ce sont les secteurs, là-bas quand on parle, l'État s'exécute par rapport aux enseignants qui en fait sont le cœur de la société, qui font notre société. Et vous allez bien vous poser la question de savoir pourquoi on a une société en décrépitude. Effectivement, tout cela va de soi que tant que vous n'avez pas un enseignant qui a sa tête dans les épaules, rassurez-vous qu'à l'école, comme on le dit régulièrement, ventre affamé n'a point d'oreille. D'accord. Et il faut également préciser déjà sur le premier point sur lequel vous étiez interrogé, qu'on a eu lors de la rencontre des évêques une sortie, du moins la conclusion de cette rencontre-là, et que dans l'une des parties de cette conclusion, il était inscrit qu'il fallait que les parents dans les régions anglophones puissent envoyer leurs enfants à l'école, ce qui laisse clairement comprendre en fin de compte qu'il y a de moins en moins des enfants. Oui, je vais dire, oui. Mais dites-nous, Joël, moi, en tant que journaliste, j'ai fait des recherches, j'ai pas pu trouver finalement la réponse à ces recherches-là, si on le veut. Mais dites-nous, est-ce qu'on a le taux exact du nombre d'enfants scolarisés dans le nord-ouest et le sud-ouest? Je crois qu'il serait très difficile. Vous savez que les données sont quelque chose de très peu partagé au Cameroun. Je vais dire qu'il n'y a pas que dans l'éducation qu'on a de problèmes de données sur les enfants qui vont à l'école. Mais en même temps, il serait très difficile d'avoir ces données tant il est vrai que parfois, vous avez la situation qui est calme, parfois vous avez la situation qui remonte en surface. Vous avez aujourd'hui des gens qui vont à l'école, des parents qui refusent et des menaces qui fusent de part et d'autre. Donc, il est à mon point de vue très difficile d'avoir des données sur le taux de scolarisation, du moins depuis le début de cette année, parce que pour ce qui est de l'année dernière, je crois que c'est également difficile lorsque vous prenez à partir du moment où la crise a éclaté jusqu'en fin d'année. Vous vous rappelez même que parfois, pendant les congés de Noël par exemple, j'ai une source au niveau de Bamenda qui m'a dit qu'on leur a demandé de poursuivre avec les enseignements pour justement rattraper. C'est une information qui avait été diffusée. Voilà, justement, qui avait été diffusée. Donc, et à ce moment également, vous avez des parents qui n'envoient pas des enfants. Vous avez un enfant qui vient aujourd'hui, demain on vous dit qu'il est plutôt dans une école publique à Bonabéry pour ce qui est de la région du sud-ouest, ou à Bafoussam pour ce qui est de la région du nord-ouest. Donc, il est de mon point de vue, et je crois le savoir en tant que journaliste, comme vous l'avez dit, rechercher ou alors retrouver les données pour cette situation. C'est vraiment compliqué. On aimerait bien d'ici à là que le ministre puisse communiquer ces différentes informations. Elle ne le fera pas. Ces différentes informations. Elle ne le fera pas parce que ces données vous êtes bien pessimiste. Davantage politique. Non, je ne suis pas pessimiste. D'accord. Célestin Jamais, on vous introduit justement sur cette thématique-là. Il y a également au cours de la semaine un appel, on va le dire comme ça, massif des instituteurs et maîtres de parents qui ont décidé de se mettre en grève dès demain également. Il y aura beaucoup de choses demain lundi. Et donc, ils ont décidé de mettre sur pied une nouvelle stratégie qui va consister à être présent en salle de classe mais à ne pas dispenser des cours. Alors ce que ces enseignants revendiquent entre autres choses, il y a leur intégration finalement dans le fichier de l'État. Et on peut quand même se poser la question avec vous de savoir ce qui coince à ce niveau des personnes qui ont passé 10 années comme contractuelles, qui aujourd'hui encore ont de la peine à être considérées comme employés de l'État. C'est quoi le problème? Oui, d'abord, je voulais rebondir sur la position de Joël tout à l'heure, parce qu'en vérité, vous lui avez posé une question sur l'effectif réel dans le nord-ouest et le sud-ouest. Mais je pense que je crains que ça ne soit une question accessoire dans la mesure où Equinox lui-même a fait de nombreux reportages là-dessus, qui démontraient que très peu de parents prenaient le risque d'envoyer leurs enfants à l'école. C'est ça la question principale. Vous en connaissez les motifs, les tensions politiques qu'il y a encore lieu actuellement dans le nord-ouest et le sud-ouest. Donc ça, c'est la question fondamentale. Les années blanches qui se succèdent ne peuvent pas apporter un plus, n'est-ce pas, pour l'évolution de nos enfants. Maintenant, effectivement, sur les enseignants à intégration directe, je pense qu'on devrait pouvoir mettre en place au Cameroun un système qui fait qu'on organise des concours à intégration directe. Pas attendre 10, 15, 20 ans pour qu'un instituteur ou un enseignant en général puisse avoir son intégration directe dans la fonction publique. Ça n'a pas de sens. Donc, encore là, une fois, on a l'impression que l'État veut précariser, veut clochardiser les enseignants, et ce n'est pas acceptable. Là encore, on revient par rapport à la première thématique, il y a une question de gouvernance. Est-ce que ceux qui nous dirigent ont la volonté de mettre en place les standards minimaux, n'est-ce pas, pour asseoir ce pays
dans des normes à peu près acceptables? Je pense que non. Donc voilà le principal problème. L'année dernière, je crois en 2016 plutôt, le Premier ministre Philou Moyan a pris des mesures sur la limitation, je crois que c'est tout à l'heure Emmanuel Gwaba qui l'a rappelé, sur la limitation des effectifs d'élèves, n'est-ce pas? Par salle de classe. Par salle de classe. Le problème n'est pas la limitation des élèves par salle de classe. Le problème, c'est que quand les enseignants sont mal rémunérés, quand les enseignants sont mal formés, vous aurez beau mettre 15, 20, voire seulement 5 par classe, il n'y aura pas de qualité pour l'enseignement. Le problème, c'est la motivation des enseignants et c'est leur formation. Prenez par exemple l'école technique. Aujourd'hui, on se rend compte qu'au Cameroun, il y a moins de CETIC, des lycées techniques, que des lycées d'enseignement général. Ça pose un problème. Pour un pays qui se veut émergent, c'est quand même assez curieux qu'on choisisse l'option de l'enseignement général. Non pas que je méprise l'enseignement général, il faut un minimum de culture de base à l'école primaire, je suis d'accord, mais un pays qui veut s'industrialiser, qui veut émerger, doit mettre le cap fondamentalement sur l'enseignement technique prioritairement. Or, ce n'est pas le cas. Donc, il n'y a pas de volonté politique, parce que tout passe par la politique, si vous voulez, dans ce pays. L'école, c'est un pouvoir régalien de l'État. On doit pouvoir assurer à nos enfants l'école correcte, et même, je dirais, l'école primaire gratuite, que M. Philou Moyan a annoncé à grand coup médiatique, mais qui n'est pas appliqué sur le terrain. Je dirais même qu'il faut aller jusqu'au secondaire, et voire même jusqu'à l'université. À l'époque, je rappelle, et je crois que c'est pas Yuna qui me démentirait, il y avait des étudiants boursiers, n'est-ce pas, qui recevaient des bourses pour aller à la faculté. Donc moi je pense qu'il faut réhabiliter l'école publique chez nous, rendre l'école, et même le livre scolaire gratuit dans les écoles publiques. C'est la moindre des choses. Parce qu'en vérité, qu'est-ce qui se passe? Il y a beaucoup de familles qui n'ont pas accès au coût des livres, qui sont hyper élevés. Et ça qui sont nombreux. Qui sont nombreux, comprenez? Donc, heureusement qu'aujourd'hui, et encore je doute de l'efficacité, le Premier ministre est revenu sur la normalisation en mettant en place l'agrément pour un seul livre par matière. On verra bien si c'est présent l'année prochaine. Mais ce qui est sûr, c'est que les grèves ne remontent pas d'aujourd'hui. Paul Joël l'a rappelé, ça remonte depuis des années. Parce que justement, il n'y a pas, les conditions minimales de travail ne sont pas assurées. D'ailleurs, l'image la plus culminante, la plus choquante, c'est l'embastillement des étudiants, des grévistes enseignants récemment à Yaoundé il y a quelques... Les enseignants indignés. Oui, c'est quand même assez incroyable que des gendarmes policiers puissent enfourcher les gens qui leur ont apporté, qui apportent la connaissance. Symboliquement... Quel est, Célestin Djamène, l'impact que cette nouvelle grève pourrait avoir sur les examens ou alors sur les résultats des examens de fin d'année? Forcément, la grève à répétition influe sur la formation de l'élève et même sur le taux de réussite, vous le savez très bien. Aujourd'hui, on a à peu près 100 000 élèves et collégiens dans les examens au Cameroun et il y a moins de 47 000 qui réussissent ces examens. Donc on a un taux de réussite d'environ 46%. C'est anormal. C'est l'un des taux les plus bas d'Afrique. Et il faut remédier à cela. Donc, là encore, si nous ne voulons pas mettre un point focal à redonner un budget conséquent au ministère de l'Éducation de base et même des enseignements secondaires, on fait fausse route. Parce qu'en vérité, tout le problème va tourner autour, non pas des ministres qui sont des exécutants, mais de la volonté du président de la République de tracer une feuille de route correcte afin que ces ministres rendent compte et exécutent. Je vous remercie. Exactement ce Je vous remercie, Célestin Djamène. Et je vous relance également, Nounaï, sur la question. On a que toutes les chaînes, finalement, de ce système souffrent de beaucoup de difficultés, que ce soit l'enseignement de base, que ce soit l'enseignement secondaire ou alors supérieur. C'est des grèves à répétition, c'est des enseignants, des élèves qui se plaignent, c'est des parents qui ne sont pas satisfaits. Mais dites-nous, quel type de citoyen on peut sortir de ce genre de système? Avant de répondre un peu, je reviens parce que ma réponse viendra sûrement de celui qui a parlé des soldats du développement. J'ai deux casquettes pour ce point. Un, je suis un parent d'élève d'une école que nous appelions à l'époque école principale de New Belbassa. Et deux, je suis enseignant dans le supérieur. Alors, je regarde l'école, je dis, par exemple, à l'école principale, où il y a un certain nombre de problèmes, je peux dire que l'école a été abandonnée à elle-même. Je dis abandonnée parce que plusieurs fois, nous avons écrit à l'inspection primaire. Nous avons des choses qui se passent à l'école. Nous, on a été dans cette école. Nous tous, on est passé dans cette école. Vous savez, à l'époque, l'école principale, c'était une école dans un quartier et tout le monde passait par la même école. Alors, nous sommes passés dans cette école et aujourd'hui, vous avez les maîtresses et quelques maîtres
qui font une concurrence avec les vendeurs de beignets, d'arachides, d'oranges, et qui les vendent dans la classe. À l'école principale de New Belbassa, j'ai écrit, les inspecteurs, personne ne vient, et même, bon, peut-être qu'ils viennent, mais quand ils trouvent que c'est leurs collègues, ils ne font absolument rien. C'est ce que vivent nos enfants. C'est-à-dire que la maîtresse entre, elle vous dit, monsieur, vous achetez mes oranges. Elle a un sac d'oranges. Sinon, je vous fais sortir. Ou alors, vous prenez à crédit. Alors, ce qui s'est passé chez moi, c'est que ma mère vendant les oranges, par exemple, vend une orange à 10 francs. La maîtresse vend ses oranges à 25. En passant, elle prend les oranges chez ma mère, elle s'en va dans la classe. Sauf que j'ai mon petit neveu qui est dans sa classe. Et elle veut vendre les mêmes oranges à 25 que ma mère peut donner gratuitement à son petit-fils. Ça pose un problème. Donc, je vais à l'école, je dis, vous ne pouvez pas vendre les oranges que ma mère vend à 10 francs, que vous achetez à 10 francs, vous venez vendre à 25, à mon neveu qui habite là, qui vous vend les mêmes oranges. Déjà qu'un enseignant n'a pas le droit de se transformer en commerçant. Donc, nous avons ces choses-là. Alors, je ne peux pas vous raconter, il y en a beaucoup à l'école. Et nous nous posons donc des questions. Pourquoi est-ce que ça se passe comme ça? Mais ça se passe comme ça parce que ces mêmes personnes, quand nous allons les voir, n'oubliez pas que les maîtres sont nos parents. Les maîtres ne viennent pas de République centrafricaine. Non, ils habitent quelque part dans le quartier. On leur demande, mais qu'est-ce qui se passe? Ils ont énormément de problèmes. Un maître a des problèmes tels qu'il va en classe parce qu'il pense qu'on va le payer. Mais en même temps, il doit faire le commerce. Et il ne peut faire le commerce que pendant qu'il est en classe. Donc, je voulais dire que c'est tout un système. Les maîtres sont vraiment complètement abandonnés à eux-mêmes. Je crois qu'il faut regarder, n'est-ce pas, comme il disait, que ces gens-là soient... Et les soldats, ça doit être, comme dit monsieur N'Djamène, c'est le N'Djamène, il faut regarder, c'est vraiment des problèmes de gouvernance. Très bien, revenons à la question, celle que je vous ai posée. Quel type de citoyens sortent finalement de ce genre d'école? Nous n'allons sortir que des citoyens qui sont comme notre système. Nous ne pouvons pas sortir autre chose. Nous ne pouvons pas, ils vont aller où? Ce qu'on va sortir, c'est ceux qui ont appris, n'est-ce pas, ce que ces maîtres-là ou ces enseignants leur ont appris. Si c'était des enseignants, moi à l'époque, on me disait, je me rappelle à chaque fois que je parle de la discipline, par exemple dans mon cabinet aujourd'hui, je fais toujours référence à un maître de l'école primaire que j'ai eu dans cette école-là, à l'école principale de New Belbassa, qui était un maître très discipliné et qui nous faisait, quand il nous faisait marquer le pas, on avait même l'impression que notre genou allait se détacher de notre corps. Mais on fait appel, nous sommes obligés de faire appel à tout ce qu'il nous enseignait. Et les enfants d'aujourd'hui ne peuvent faire appel qu'à ce qu'on leur enseigne aujourd'hui. Si c'est mauvais, ils vont sortir comme ça. Nous aurons des citoyens qui seront des citoyens de deuxième classe. De réussite, et en plus, vous allez vous rendre compte qu'à la réussite, écoutez, vous avez parlé de tout, mais personne n'a dit ici que l'autre jour, juste on vient de mettre un petit logiciel pour de plagiat. On a 75 mémoires sur 80 qui sont plagiées. Si à ce niveau-là, ces gens-là n'ont pas sauté. On n'entre pas à l'université en sautant. On commence à l'école primaire. Ça veut dire que leur niveau, jusqu'à ce niveau-là, a des problèmes. D'accord. Merci à vous également. Emmanuel Kounke-Gwaba, vous avez, en même temps que nos téléspectateurs, pu juger quand même de la grosseur des revendications que chacun des panélistes a posées sur ce plateau. Mais que compte faire le gouvernement pour résoudre ce problème? On sait qu'en 2016, le Premier ministre a mis sur pied un comité ad hoc qui était justement chargé d'apporter des réponses à ce type de difficultés, mais un comité ad hoc qui, on peut le dire, n'a pas beaucoup réussi jusqu'ici. Oui, je pense que vous savez très bien que je ne peux pas, je suis la personne mal placée pour dire exactement ce que le gouvernement doit faire, ou bien compte faire, parce que je ne suis pas le porte-parole du gouvernement, et puis je ne suis pas ministre de la République, je suis qu'un simple serviteur de la République. Mais je pense quand même qu'ayant pris connaissance de ce qui est en train d'être fait, il y a effectivement ce comité interministériel qui est mis sur pied et qui est piloté par le ministre de l'Enseignement supérieur, le professeur Jacques Faménongo, et lequel comité a même siégé cette semaine, je pense que c'était le 13 ou le 14 avril, donc vous voyez c'est encore très récent, pour essayer d'apporter un certain nombre de solutions aux problèmes. En passant, il faut signaler
qu'il y a eu les 1000 jeunes diplômés qui ont été recrutés. Vous voulez que je parle de ce qui existe sans être le porte-parole du gouvernement, les faits. C'est-à-dire que vendredi dernier, vendredi le 20 avril, je pense vendredi c'est le 20 avril, exactement, le ministre d'enseignement secondaire a signé une décision, ça circule sur les réseaux sociaux, donc ce n'est pas un secret professionnel, parce que vous savez que les gens ont peur que je puisse aborder des choses secrètes, je ne les aborderai pas. Alors donc, il y a donc les 1000 jeunes diplômés. Vous avez pourtant promis au début, en tout début de cette émission, de ne pas faire dans la langue de bois. Non, je dis de ne pas utiliser la posture institutionnelle en tant que représentant du ministère des enseignements secondaires, puisque je n'ai pas été mandaté pour parler en leur nom. Donc je dis donc qu'il y a eu ce document qui circule sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire que le ministère a recruté 1000 enseignants. Donc je pense que ça rentre dans les solutions qui sont mises en œuvre pour essayer de résorber le déficit. Mais comme on a dit tout à l'heure, il ne suffit pas, on est d'accord, il ne suffit pas de recruter 1000 enseignants, comme c'est le cas, ça va résoudre le déficit. Mais ça ne va pas résoudre le problème de la condition de travail. Et comme j'ai dit, je suis très bien placé. Et vous savez, quand je le dis, je n'ai pas froid aux yeux parce que j'ai visité plus de 6 régions du Cameroun. Vous l'avez déjà dit. J'étais au sud, j'étais au centre, j'étais au sud-ouest, j'étais partout. Donc je sais la souffrance. Moi j'ai vu des enseignants, il y a combien? Il y a très peu d'enseignants. Regardez, il y a des enseignants aujourd'hui qui, lorsque vous n'avez personne, bon c'est vrai également ailleurs, chez les médecins et ailleurs, lorsque vous n'avez personne, vous êtes condamné à passer 30 ans de carrière à l'accueil. Pendant que votre élève devient votre proviseur. Votre élève devient votre... Est-ce que vous dénoncez le gouvernement? Vous dénoncez le gouvernement? C'est ce que je suis en train de dire là, que lorsque ces enseignants-là sont ainsi, en plus des problèmes financiers, réduits au plan psychologique. Parce que imaginez un enfant qui sort de l'école et qui 2 ou 3 ans après est votre proviseur. Quel frustre, même si on vous donne 500 000 francs. Même si on vous donne 500 000 francs par mois, ça ne résoudrait pas ce problème psychologique qui est posé. Donc je dis que tous ces problèmes doivent être adressé et il est question, même s'il n'y a pas de grève, parce que pour moi qui ai rencontré, comme j'ai dit, des milliers et des milliers d'enseignants, même s'il n'y a pas de grève, ça ne veut pas dire que tout va bien. Parce que s'il n'y a pas de grève, ça veut dire tout simplement que les enseignants se sont calmés et ont trouvé de mauvaises solutions. Vous avez entendu tout à l'heure, on a dit des maîtresses qui vendent les archives, qui vendent les bananes, qui vendent les bonbons. Ça veut dire quoi? La nuit, au lieu de préparer le cours, elle est plutôt en train de préparer les beignets. Elle est plutôt en train d'apprêter les archives. Sans oublier les cours de répétition également qui sont faits à côté. C'est moi qui parle des cours de répétition. Puis il y a quelques jours, j'ai publié un article où j'ai parlé de l'arnaque, le mensonge et même l'escroquerie intellectuelle. Parce que quel est ce pays où pendant les congés, les enfants ne vont plus au village, les enfants ne vont pas chez les grands-parents. Voilà un homme qui a de la sagesse et qui peut transmettre à ses petits-enfants. Mais il ne peut pas voir ses enfants pendant les congés. Parce que les enfants sont à l'école en temps réglementaire, ils sont encore à l'école pendant les congés. Et vous n'allez pas me dire que les enseignants frustrés, les enseignants clochardisés aiment vraiment les élèves au point de les prendre pendant les périodes de congé où ces enseignants-là sont supposés eux-mêmes se reposer. Donc en réalité, derrière ces cours de répétition se cache l'arnaque financière, se cache une escroquerie intellectuelle parce qu'on empêche à un élève qui aurait pu être footballeur d'aller peut-être s'essayer dans le football, l'enfant qui aurait pu devenir peut-être journaliste, d'aller dans le club sport ou club journal pendant les périodes qui sont prévues pour les activités post- et périscolaires. Donc c'est pour dire que il y a un comité interministériel qui est mis en place. On a eu, il faut être objectif, on a eu les palmes académiques depuis 2015, on a eu la prime de recherche et documentation en 2012, et le comité interministériel l'autre jour a parlé de la contractualisation. Donc il y a actuellement au niveau de l'État la contractualisation des enseignants. Pour chuter, je voudrais dire que le problème qui se pose au niveau des instituteurs vacataires ne se pose pas au niveau des enseignants du secondaire. Pourquoi? Parce que dans les années 89-90, il y a eu le gel des recrutements des enseignants du primaire. C'est-à-dire on ne recrutait que les enseignants du secondaire sortis des écoles normales supérieures. À l'époque, c'était l'école normale supérieure de Yaoundé. Aujourd'hui, on a une école normale à Maroua, je pense à Bertois, et également à Ebolova et ailleurs. Donc, ça veut donc dire que il y a eu au niveau du primaire un problème grave. Et ce problème grave, je pense qu'il est temps de le remettre sur la table parce qu'il y a eu beaucoup d'enseignants qui ont été formés dans les ENIEJ et dans les ENIET et qui étaient donc des enseignants de parents. C'est combien? Qu'est-ce que signifie enseignant de parents? Ça veut dire qu'on payait ces enseignants-là par des régimes de plantain. C'est ça ce que ça veut dire. Ça veut dire que les enseignants sont payés par des régimes de plantain. Ils sont à la charge des parents. C'est ça les enseignants des parents. Ça veut dire que les parents, il y a des enseignants qui ont reçu 10 000 francs par mois. Je parle bien de 10 000 francs par mois
puisqu'ils ne sont pas des fonctionnaires. Et ils ne sont pas reconnus par le statut de l'État et ils n'ont droit à rien du tout. Donc, les parents, donc, par générosité, essaient de leur donner des archives. Et puis, il est donc question pour l'État de les contractualiser, c'est-à-dire de faire qu'ils entrent maintenant, qu'ils soient pris en charge par l'État pour leur permettre de travailler dans des conditions meilleures et pouvoir produire un bon rendement. C'est pour ça qu'on a parlé donc de la contractualisation de ces enseignants. Très bien. Emmanuel, la question qui se pose, c'est que ces goulots d'étranglement auraient pu être désengorgés s'il y avait des syndicats puissants. Moi, je ne crois plus à l'action des syndicats. Vous avez vu récemment vos enseignants grévistes se sont fait embasser alors qu'ils réclamaient 5 ans, c'est pas 5 mois, 5 ans d'arriérés de salaire. Donc, dans un système aussi concentrationnaire, totalitaire, il faut qu'il y ait des syndicalistes puissants, déterminés. Comprenez? C'est un combat politique. Ou si vous préférez syndicaliste. Vous auriez beau dénoncer chaque année, mais les problèmes vont s'aggravant. Donc moi je pense que ces syndicalistes, ce sont des gens qui vont souvent à la mangeoire. Ils annoncent des grèves, des piquets de grève pour demain, lundi, machin. Mais ils ne font rien. Au bout de 48 heures, ils vont retirer le piquet de grève. Donc ça pose un problème de la crédibilité de nos syndicats. Est-ce qu'ils sont tous inféodés au système ou est-ce que c'est de vrais syndicalistes qui sont prêts? Il y a des syndicalistes également qui sont cassés. Qui sont cassés comme on le fait avec les partis politiques. On ne saurait leur faire ce procès, Célestin Jamel. Mais je dis que c'est là justement qu'il doit avoir justement la niaque, la détermination pour aller, quels qu'en soient les obstacles. Sauf que ce que vous demandez aujourd'hui aux syndicalistes de faire, c'est également ce que la population demande aux partis politiques de l'opposition de faire. Ne mélangez pas les gens. C'est un système dans lequel les choses sont verrouillées. C'est un combat d'idées. Vous l'avez dit, les enseignants ont la possibilité de ne pas enseigner ou d'attribuer des notes fantaisistes pour faire comprendre au gouvernement que si vous ne répondez pas à nos revendications, eh bien, c'est la qualité de nos enfants, de l'enseignement des enfants qui sera remis en cause. Ils ont cette capacité-là. Nous, on mène un combat politique. Par exemple, j'ai pris le cas récemment sur le premier thématique de l'Assemblée nationale, où les députés n'avaient même pas le droit de débattre des lois qui étaient posées sur la table. Ils n'ont même pas le droit de faire des propositions de loi. Donc c'est un autre type de combat, c'est au niveau des idées. Mais au niveau des enseignants qui sont vacataires ou titulaires, ils ont la possibilité soit de ne pas aller, soit d'aller enseigner, mais en discriminant des notes qui ne correspondent en rien au niveau des élèves. Et là, ça doit interpeller logiquement l'État. Mais ils sont tout à fait affairistes et gomboutiques. Ils vont à la grève pour toucher l'enveloppe et puis terminer. Le point sur lequel je ne suis pas d'accord avec lui, tout ça très court, c'est que dans un pays normal, la question de l'école ne peut pas être abandonnée aux simples enseignants et en particulier aux syndicalistes. Pourquoi? Parce que tout à l'heure, vous allez poser un problème fondamental sur le produit, le type d'homme qui est formé. Mais le type d'homme qui est formé, là aussi, c'est de la responsabilité du parent. C'est pour ça qu'au Japon, en Chine et ailleurs, les parents viennent à l'école pour réclamer une école de qualité. Et parfois même, les parents vont au-delà de l'école. Donc, je pense que si au Cameroun, les syndicalistes qui existent et qui essayent de se battre tant bien que mal, j'ai dit, ils ont obtenu les palmes académiques, ils ont obtenu une petite revalorisation des primes au niveau des examens, correction des examens et autres. Ça, c'est l'action des syndicalistes. Maintenant, s'ils étaient soutenus par le parent, je reviens donc au problème de Moussadé tout à l'heure. Les parents ont leur rôle. Les parents peuvent éduquer. Le rôle instruit. C'est pas la même chose. Une personne à la fois doit jouer son rôle. Une personne à la fois, messieurs. Je ne suis pas ici, je sais fait des centaines de kilomètres, donc permettez. Donc je dis ceci, le parent qui voudrait que son enfant soit ingénieur, médecin ou grand footballeur, parce que vous savez qu'aujourd'hui le football n'est plus un seul métier. On peut être un grand footballeur, on peut être un grand musicien. Il ne peut pas, une fois qu'il a envoyé l'enfant à l'école, une fois qu'il a payé les frais, et même les frais multipliés par 4 ou par 5 au niveau des APE et autres, une fois qu'il a acheté le manuel scolaire, 15, 10, 30 manuels scolaires, heureusement que le Premier ministre est en train de siffler la fin de la récréation, ce parent-là ne peut pas aller au bar. Ce parent ne peut pas aller au bar et dire que j'attends que les enseignants, que les chefs d'établissement produisent. C'est pour ça donc ailleurs, moi je veux le Cameroun n'est pas un pays extraordinaire, le pays est un pays comme tous les autres. Ailleurs, les parents se mobilisent, les parents s'organisent pour vérifier la qualité des manuels scolaires. Pourquoi? Parce que le parent n'est pas un aussi au Cameroun. Il y a des associations parmi les parents, il y a des ingénieurs. Si on tape déjà les maîtres qui se mobilisent, parmi les parents, vous avez des gens qui ont été dans cette affaire. Vous avez dans les parents des hommes politiques, vous avez des journalistes, vous avez des avocats, vous avez des médecins. Donc les parents au Cameroun, pour moi, j'estime qu'ils ont abandonné l'école aux pauvres enseignants. Est-ce que vous n'êtes pas... ne peuvent pas
Est-ce que vous n'êtes pas en train d'essayer de vous dédouaner? Non, je dis simplement que les parents doivent se préoccuper. Les parents doivent se préoccuper. Laissez-le chuter, s'il vous plaît. Laissez-le terminer, Je oui. dis bien, les parents aiment leurs enfants et je ne sais pas s'il y a beaucoup de pays où les parents aiment leurs enfants comme au Cameroun. D'accord, Parce que merci. je dis, le taux de FEDAP est exorbitant il faut donner la au Cameroun possibilité aux autres et que de les parents parler. payent. Mais je dis ceci, le parent ne peut plus parler. Je cite, le parent doit se préoccuper du destin de son enfant en venant à l'école. Il n'est pas le seul. Les gens doivent s'organiser à travers les associations des parents d'élèves, par exemple au niveau des sous-systèmes anglophones. Est-ce que vous savez qu'au niveau du sous-système anglophone, ils ont le PTA, Parents and Teachers Association. D'accord, et ces gens-là sont à l'école pour Merci à intervenir, vous, Emmanuel pour soutenir et Kounté-Kouaba. pour On apporter. comprend que c'est un sujet qui vous tient à Donc cœur, ne dédouanez pas les justement. parents. Vous avez bien fait comprendre que vous avez fait le voyage de Yaoundé. Oui, j'ai fait 300 km pour venir dire que... Vous avez fait le Alors, voyage de Yaoundé pour sauf ça. que je voudrais C'est rappeler... justement pour que je relance Oui, sur la question. je ponctuelle. voudrais rappeler quelque chose à Emmanuel, qu'en fait, le problème tel que pris n'est qu'une partie du problème des enseignants, enfin, de la communauté éducative, parce qu'en même temps, il a parlé d'effectifs pléthoriques, il a parlé des enseignants qu'on recrute tous les jours, mais qui, dans l'arrière-pays, on ne voit presque pas. Quand à Yaoundé, à Douala, vous avez des classes avec 2 enseignants, 3 enseignants, je vous rassure qu'à 300 km de Garoua, vous avez un enseignant peut-être qui va aller donner cours dans 3 salles de classe différentes. Ceci est simplement dû au fait que ces enseignants qui revendiquent sont ceux qui n'ont pas eu la possibilité, comme leurs confrères, d'être aussi nommés dans l'administration. Parce qu'après l'ENAM... Non, c'est faux. Moi, je revendique juste dans l'administration, monsieur. Non, ne dites pas ce qui n'a pas de sens. Non, vous êtes toujours dans l'administration. Mais je revendique... Non, vous êtes toujours dans l'administration, vous êtes toujours à l'éducation. Non, vous êtes toujours à l'éducation. Non, je dis juste dans l'administration, je revendique. Non, je parle d'un autre ministère où on gère quand même un carton, on gère un crédit, on est sous-directeur, on est directeur. Moi, je suis sous-directeur, monsieur, mais je revendique pas. Non, vous êtes peut-être l'exception qui fait la règle. Mais lorsque vous prenez l'ensemble des enseignants, c'est-à-dire l'État absorbe chaque année, c'est après l'ENAM, c'est au niveau de l'enseignement où l'État va puiser pour alimenter tout le système de son administration. Je ne vous fais pas dire que vous avez aujourd'hui des PLEC qui sont des sous-directeurs dans l'administration, alors qu'on les attend plutôt dans les salles de classe. Mais ceux-là sont ceux qui ne parlent pas beaucoup, parce que, comme on le dit souvent, la bouche qui mange ne parle pas. Donc, tenez-vous tranquille, que ça, ce n'est qu'une facette. Mais maintenant, la question centrale et qu'on peut poser, c'est on recrute tous les jours, d'accord, mais où vont-ils quand dans l'arrière-pays, il n'y a presque pas d'enseignants? C'est le même, voilà, ils vont au Canada, vous voyez. Saluer l'action de Motazé. Donc maintenant, non, le problème en fait, c'est que on ne peut pas... Le problème, c'est que... Il lance une opération dès demain, il n'y a aucun résultat. Il y a un lien avec le premier sujet. Parce que beaucoup d'enseignants, si vous ne le savez pas, beaucoup d'enseignants sont aux États-Unis, beaucoup d'enseignants sont au Canada, et ce n'est pas normal. Donc il faut se faire la parole. Une action qui n'a pas encore produit des effets. Monsieur Motazé est au gouvernement depuis belle lurette. Il aurait pu se rendre compte qu'il y a des couleurs d'étranglement, il ne l'a pas fait. Donc il exécute une volonté du président qui n'existe même pas, parce qu'en vérité, M. Bien ne veut pas mettre un accent fort sur l'éducation des enfants. Donc la question est là. Bon, vous êtes inspecteur, je crois... pédagogique. Mais je ne vois pas comment un inspecteur peut marcher et revendiquer. Vous revendiquez peut-être des lettres du bout des lèvres, mais vous ne pouvez pas véritablement revendiquer, parce que vous faites partie de la direction. La direction, c'est eux justement qui tiennent le pouvoir. Ceux qui sont victimes tous les jours, ce n'est pas vous, M. Ouaba, avec le respect que je vous dois, mais ce sont les instituteurs qui touchent pour certains 45 000 francs par mois. On l'a vu, même dans les écoles confessionnelles à Saint-Jean-Bosco récemment. Je ne parle même pas du public. Donc les inspecteurs, les enseignants qui ont 20 ans, 25 ans de métier, se retrouver à 45 000 francs par mois, et en plus, à les arriver, c'est gravissime. Que fait l'État? L'école, c'est le socle fondamental d'une société. Alors, tant qu'on piétine à ce point l'école, ça veut dire que la société se meurt à petit feu. Donc, le problème, encore une fois, et je me répète peut-être, c'est la gouvernance. D'accord. Et on termine justement notre échange sur ce sujet avec vous, Nouna Nounaï. Quel est le lien, finalement, qui peut exister entre toutes ces séquences de revendications, tout ce mal-être, et le taux de réussite aux examens officiels qui est de plus en plus bas? Mais c'est tout simplement parce qu'il y a des dysfonctionnements partout. Quand il y a des dysfonctionnements partout, les élèves, écoutez, tout à l'heure, tout le monde a pensé. Moi, l'inspecteur pédagogue, il a dit, hein, moi j'ai mes petits-enfants qui sont au cours moyen de classe 6, quelque chose comme ça, qui n'ont pas été en vacances. Écoutez, on les a retenus à l'école pendant les congés de Pâques. Donc, mes petits-enfants sont allés à l'école
vont à l'école depuis 2 trimestres. Mais pourquoi on a donc prévu 2 semaines de vacances? Je croyais que c'était pour se reposer, relancer pour pouvoir aborder les examens qui viennent en juin. Mais là, ils ne sont pas allés en vacances. Quels sont les résultats que j'attends de ces enfants-là qui vont se fatiguer? C'est là où la bientôt. responsabilité du parent peut intervenir, parce que ces cours sont payés par les parents, qui s'appellent des travaux dirigés ou les cours de remise à niveau. Pourquoi est-ce que le parent ne s'insurge pas contre cela? Mais écoutez, mais c'est que peut-être vous n'êtes pas un parent. Bonne question. Vous n'êtes pas un parent. On s'est insurgé ici contre les cotisations des APE. Ça n'a absolument rien fait. Je vous ai encore dit... Est-ce que vous savez que le parent peut décider de ne pas cotiser pour l'APE? Il y a des parents... Non, le problème c'est que... Non, attention, il ne faut pas regarder ça sous ce prisme. C'est-à-dire, la qualité des cours dispensés est fait exprès pour rendre le niveau de l'enfant bas et se rattraper pendant ces cours-là. Madame, quand on vient... C'est fait exprès. Madame, quand le maître est venu me dire... Le maître est venu me dire que dans le programme, je vais vous dire... Parce que vous dites qu'on a payé. Je ne dis pas qu'on n'a pas payé. Mais le maître est venu me dire que dans le programme, nous devions être à la leçon 11. Mais nous ne sommes qu'à la leçon 6. Il faut donc, pour qu'on soit en 11 et qu'on reprenne bien l'année, il faut qu'on fasse les 5 leçons là pendant les vacances. Et tout ça est fait. Vous voulez donc que j'enlève mon enfant seul, moi seul, que je ne paye pas, pour que lui soit la 6e leçon et que les autres soient en 11 quand ils vont revenir pendant les vacances de Pâques? Non, je suis obligé de payer. Je suis obligé de payer. Parce que, et c'est ça. Et quand M. N'Djamène dit, tout le monde est en train de faire... Parce que la grève qu'on annonce là lundi, ce n'est pas la grève. La vraie grève, c'est elle qui se passe depuis le début de l'année. On appelle ça la grève de zèle. Larvé. C'est-à-dire que je ne fais rien, j'attends, je fais 5 leçons au lieu de 11. Et je sais que ça va produire ceci, ça va produire ça, ça va faire ceci, ça va faire ça. D'accord, messieurs, je vous remercie. Voilà. On n'a plus beaucoup de temps, on va quand même avec les minutes qui nous restent aborder la dernière thématique. Et cette fois-là, on parle de la vraie fausse menace de fermeture de l'aéroport international de Douala. Vous gardez dans la parole Nounaï pour nous expliquer ce qui s'est passé durant ces 2 dernières semaines. On a déjà eu une grosse rumeur qui a été diffusée par certains médias, même sur les réseaux sociaux, qui annonçait la fermeture prochaine de l'aéroport international de Douala. Et au cours de cette semaine, on a le démenti justement du directeur de ces aéroports-là qui a permis à la presse d'entrer dans les locaux de l'aéroport en question. Et on a pu se rendre compte de ce qu'il y a une série de travaux qui étaient en train d'être faits, ce qui a quand même fait dire à ces gens qu'il y avait des personnes qui tentaient de déstabiliser l'aéroport. Oui, bon, vous savez, la complotite ici au Cameroun, tout ce que vous faites, le journal écrit complot contre tel, complot contre tel. Je dis, moi je donne dans cette affaire-là. Cette affaire ne m'a pas ébranlé du tout. D'ailleurs, je n'ai même pas lu les journaux qui parlaient de ça. Lui, celui qui nous a présenté les journaux ici, oui, il a parlé d'un journal. Je n'ai pas envie du tout de prononcer le nom de ce journal. J'ai dit, aucun journal ne devrait parler du problème de la fermeture de l'aéroport de Douala. J'ai dit aucun. Ni ceux qui ont annoncé, ni ceux qui sont venus défendre les gens qu'on ne devrait même pas défendre parce qu'ils ne sont même pas concernés. Pour la simple bonne raison que les journaux ici aujourd'hui, et je dénonce ça depuis, je le dis encore devant Equinox, quand un journaliste arrive, qui a un problème, et que c'est un problème technique, il faut aller voir les techniciens. Il ne faut pas aller prendre des ragots partout et venir annoncer dans le journal écrit en grande pompe. Expliquez justement aux téléspectateurs. J'explique donc aux téléspectateurs. L'OACI, c'est qui? L'OACI, c'est une organisation qui s'occupe de la sécurité aérienne dans le monde, qui a des correspondants dans les pays. On dit qu'on ferme un aéroport, c'est des problèmes techniques. Ces problèmes techniques-là, allez chercher les techniciens de l'aéroport, de l'aéronautique. Allez à la CCAA, allez à l'autorité aéronautique. Si l'autorité aéronautique ne vous répond pas, venez nous voir, nous sommes là. Pourquoi vous nous appelez sur les plateaux de télé pour venir justifier un certain nombre de choses, alors que personne ne m'a tendu le micro pour me dire, monsieur Nounaï, attendez que je termine. Attendez que je termine. Mais c'est ce que je suis en train de dire. Oui. A posteriori, j'ai dit quand un problème comme ça se pose, je l'ai vu ici, je l'ai dénoncé dans un journal.
c'est un exemple en passant. Quand la voiture du président de la République tombe en panne, en pleine cérémonie, on n'appelle aucun technicien de la maintenance. Nous, on a fait la maintenance toute notre vie. 40 ans de maintenance, je peux vous dire qu'une voiture de la présidence ne peut pas tomber en panne en pleine cérémonie. Parce qu'il y a... Attendez que je termine. Non, je suis en train de dire que les journalistes ne vont pas chez les techniciens. Allez donc chez les techniciens. Quand vous savez comment fonctionne l'OACI, vous comprenez que l'OACI n'est pas de la police. Ils ne peuvent pas fermer un aéroport dans un pays. C'est impossible. C'est-à-dire, si quelqu'un m'avait interviewé, j'allais lui dire que c'est faux. L'OACI ne peut pas. L'OACI fonctionne comme ceci. L'OACI assure la sécurité aérienne. Oui. Et dans ce cas, ne donne que des recommandations. Et font ce que nous appelons la supervision. C'est-à-dire, ils viennent auditer, n'est-ce pas, l'ensemble des équipements et des organisations de l'aviation civile dans le pays. Se fait sur invitation du pays. Non, pas sur invitation du pays, je regrette. Mais sur quoi? L'OACI a tout un programme de supervision. Moi, je suis un superviseur de l'OACI. J'ai fait le stage là-dessus. Oui. L'OACI a un programme de supervision. Monsieur du Cameroun, les audits, on ne surprend pas. On vous informe, on vous avertit, on vous dit quand est-ce qu'on va venir, on vous dit même ce qu'on va faire. De telle sorte que vous pouvez lever un certain nombre de non-conformités. Parce que quand on dit un aéroport comme Douala est international, c'est qu'il y a un référentiel d'un certain nombre d'exigences qui font qu'il soit international. Ce sont ces exigences-là que l'OACI vient contrôler. Et on appelle ça la supervision de l'OACI. Quand l'OACI finit, l'OACI vous donne des recommandations. Monsieur, vous êtes à 60%, vous êtes à 40%, il faut lever ces non-conformités. Et on le dit à qui? À l'autorité aéronautique, pas à ADC. ADC n'a absolument rien à voir. Les aéroports, c'est les problèmes de l'aéronautique, de l'autorité aéronautique. Donc l'OACI a son correspondant ici, et vous avez vu, à un moment, l'OACI a tapé la main sur la table, et tout le monde a donné tort à l'autorité aéronautique en ce qui concerne Camerco. C'est l'autorité aéronautique qui est le bras séculier, qui dit, oh, cet aéroport-là, vous n'avez pas amené ADC, vous n'avez pas amené jusqu'à tel niveau, nous risquons de le fermer. C'est eux qui ferment. Avant l'OACI. L'OACI ne sort donc pas un rapport de fermeture. Je vous remercie, Nounaï. Et je relance également Célestine Jamène sur la question. On a eu le démenti des aéroports du Cameroun, démenti dans lequel on nous annonce exactement que l'audit va se faire à partir du 22, qui est aujourd'hui jusqu'au 27. Et là, on est à l'aéroport international de Douala. Et que c'est un audit qui intervient justement pour se rendre compte que les travaux qui avaient été annoncés, qui avaient été faits dans la première phase de réaménagement de l'aéroport international de Douala sont effectivement faits. Alors la première phase, je vous explique à quoi est-ce qu'elle consistait, à la réhabilitation de la chaussée aéronautique, et elle a été réalisée à partir de 2016. Alors il est question aujourd'hui de faire une sorte de contrôle pour pouvoir bien évidemment donner l'accord afin que la deuxième phase puisse se faire. Mais comment comprendre finalement que les Camerounais aient pris cette affaire et aient réussi à la transformer on va dire en la plus grosse rumeur de la semaine? Oui, moi j'ai lu les journaux, il ne m'a pas semblé que les journaux aient écrit, sauf quelques journaux de caniveau, il faut bien le dire, mais les grands journaux, tout le monde le sait, ont écrit que l'aéroport international de Douala devait être fermé, point d'interrogation. Ou alors, l'OACI recommande la fermeture de l'aéroport de Douala. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, l'OACI, qui est donc l'organisation de l'aviation civile internationale, a une finalité globale qui est quoi? L'accroissement de la capacité et l'amélioration de l'efficacité dans le monde de l'aviation civile. Je crois savoir que l'objectif majeur stratégique repose sur deux piliers, la sécurité et la sûreté. La sûreté repose davantage sur la protection des personnes, de l'installation du matériel et des biens par rapport, n'est-ce pas, aux malveillances et aux crimes, et même par rapport au terrorisme. C'est ça la sûreté. Deuxièmement, la deuxième finalité stratégique, c'est aussi la sécurité, qui est plus allusive, j'allais dire, au respect de la réglementation par les concernés. Les agences de voyage, pas les agences de voyage, mais les compagnies aériennes, etc. Donc voilà les deux piliers. Et Youna a raison. Il y a un programme universel d'audit. Ils ne peuvent venir, effectivement, que si les personnes mises en cause, les personnes concernées, font appel, signalent et lancent des signaux d'alerte. Mais il n'est pas question qu'ils aient le pouvoir de fermer un aéroport. Comprenez? Donc après cela,
Et il y a les audits documentaires, les audits de mise en demeure, et pas de mise en demeure, les audits de contrôle de la réglementation, et les audits, j'allais dire, de mise en place de l'application des règlements de l'OACI. Donc en vérité, pour moi, c'est des rumeurs complètement infondées. Il y a des experts, il y en a un, c'est notre fierté nationale. Il y en a d'autres, bien entendu. Donc je crois que les médias devraient faire un effort d'investigation et aller voir les personnes les mieux indiquées pour apporter la meilleure information. Donc je pense que quand je regarde l'aéroport de Douala, vraiment, c'est dans un état de dégradation absolue pour mes petits yeux de profane. Un aéroport qui a été amélioré. Regardez, les toilettes sont infréquentables. Un aéroport, Célestin Djamène, qui a été amélioré entre-temps. Je ne sais pas soi-disant amélioré. Si vous avez suivi le 20h. Alors justement, oui, le 20h, soi-disant amélioré. Mais écoutez, l'AFD a débloqué 46 millions d'euros, environ 30 milliards de francs CFA. Pour soi-disant la première phase, comme vous l'avez rappelé, sur la piste. Qu'est-ce qu'une piste? Une piste, c'est un espace rectangulaire, tout le monde le sait. On fréquente les aéroports. Et il y a même d'autres pistes. Il y a des bandes aménagées, par exemple, pour éviter, en cas de sortie de piste, certains dommages gravissimes par rapport aux populations, par rapport à d'autres objets. Il y a des bandes dégagées pour, évidemment, s'il y a des avions en basse altitude. Donc la vérité, c'est que cet argent a été tout simplement détourné. Ça servit à quoi? Et il y a également eu un démenti sur ce que vous venez de dire. De toutes les façons, on ne pourra malheureusement pas, messieurs, faire tout le débat qu'on voudra sur ce sujet, mais on retient que l'audit arrive aujourd'hui justement à l'aéroport international de Douala, un aéroport qui a été rénové sur certains de ses aspects. On est à la phase 1 et la phase 2 sera faite d'ici à ce que finalement la Banque mondiale puisse apporter son accord. J'aurais bien aimé voulu que chacun de vous puisse s'exprimer sur la question, mais on est arrivé au terme de l'émission malheureusement. C'est bien dommage. On va donc retrouver nos charmants téléspectateurs dimanche prochain, si Dieu le veut, c'est toujours sur la même chaîne.